Et si, en ce début de XXIe siècle, le destin de l'Afrique ne se jouait plus dans les salons feutrés de Paris ou de Washington, mais bien sur l'asphalte brûlant de Ouagadougou, sous le regard silencieux et calculateur de Pékin? Et si l'Afrique, après des décennies de tutelle, décidait enfin de s'affranchir et de tracer sa propre route loin des influences de traditionnelles? Cette question autrefois théorique est devenue criante le 10 octobre 2025, lorsque Ouagadougou a été le théâtre d'un événement aussi discret que décisif. Ce jour-là, une chaleur lourde enveloppe la capitale burkinabé. Les marchés grouillent, les motos filent, les vendeurs crient, chacun absorbé par la routine du quotidien. Pourtant, à la périphérie, quelques regards attentifs perçoivent le passage inhabituel d'un convoi militaire chinois. Pas de klaxon, pas de sirène, juste le vrombissement sourd des moteurs, la poussière soulevée sur les avenues et la promesse silencieuse d'un basculement historique. Ce n'est ni une démonstration de force arrogante, ni un acte théâtral destiné à la presse internationale. C'est une révolution tranquille, presque invisible aux yeux du monde, mais fondamentale pour l'histoire du Sahel. Pour la première fois, un pays de la région rompt ouvertement avec sa dépendance militaire à l'égard de l'Occident. Pour la première fois, la décision ne vient ni de Paris ni de Washington, mais d'un palais présidentiel africain. Ibrahim Traoré, jeune président à la trajectoire fulgurante, pose ce jour-là un acte inédit. Il signe avec la Chine un accord d'armement qui va bien au-delà de la simple acquisition de blindés ou d'armes sophistiquées. Ce contrat, c'est le symbole d'une rupture, celui d'un Burkina Faso qui refuse désormais la tutelle, qui réclame le droit d'écrire son avenir en lettres africaines. Ce geste a une portée immense. Il ne s'agit pas simplement d'un transfert de matériel. Il incarne la volonté d'effacer des décennies de dépendance, d'oser choisir ses alliés, de s'affranchir des autorisations ou des protections octroyées par des puissances étrangères. C'est la voix d'une Afrique qui veut enfin se relever, décider, se défendre et se reconstruire à sa façon. Mais ce choix, aussi audacieux soit-il, soulève une interrogation brûlante. Le Burkina Faso peut-il vraiment briser le cercle de la dépendance ou n'est-il qu'en train de changer de maître? La dette contractée n'est plus uniquement économique, elle devient politique, sociale, symbolique. La souveraineté du pays est à l'épreuve. Sera-t-il capable de bâtir sa propre stabilité ou risque-t-il de sombrer à nouveau dans l'instabilité, la fragilité et l'impuissance? À travers Ouagadougou, c'est l'Afrique tout entière qui joue son avenir sur ce pari inédit. Dans cette nuit où tout bascule, chaque décision compte. Les couloirs du palais présidentiel vibrent d'une tension sourde. Les conseillers scrutent les écrans, mesurant chaque mot, chaque geste. Le monde extérieur l'ignore, mais ici, la moindre erreur peut avoir des conséquences irréversibles. Des générations entières en Afrique de l'Ouest ont attendu que d'autres viennent les sauver. De l'indépendance officielle des années 60 à la vague d'ajustements structurels des années 80, en passant par les interventions militaires du XXIe siècle, la région a souvent vécu à l'heure des calendriers étrangers. Mais si aujourd'hui l'attente prenait fin, si le salut ne venait plus d'ailleurs, mais de l'intérieur, au Burkina Faso, la dépendance militaire envers l'Occident pesait comme une sentence. À chaque attaque extrémiste, l'humiliation grandissait. Il fallait supplier Paris ou Washington, attendre des équipements, des soldats, des décisions venues d'ailleurs. Les discours officiels promettaient un l'aide, mais sur le terrain, l'insécurité progressait. Les villages tombaient, les pertes humaines s'accumulaient. Pour beaucoup, attendre était devenu une routine. On attendait les camions, les hélicoptères, les instructions. Mais Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu chef de l'État, a refusé cette fatalité. Il a vu l'échec cuisant de ses partenaires historiques, incapables de protéger le pays malgré leurs bases, leurs technologies, leurs promesses rassurantes. La rupture a été aussi soudaine que réfléchie. Devant le vide laissé par le retrait progressif des forces occidentales, Traoré a cherché une alternative. Son regard s'est tourné vers la Chine, acteur pragmatique, moins intrusif sur le plan politique. Un contrat inédit a permis l'arrivée des premiers blindés VN-22B du Sahel, symbole d'une ère nouvelle. Ce n'est pas qu'une affaire d'armes. L'arrivée de ces véhicules blindés change la donne. La doctrine n'est plus celle de la patience ou de la dépendance, mais celle de l'autodéfense et de la souveraineté. Pour la première fois depuis des années, l'armée nationale peut défendre ses villages, ses écoles, ses marchés avec ses propres moyens. La population, jadis résignée, redécouvre la fierté d'une nation qui se tient debout. Mais ce choix s'accompagne de risques inédits. Attendre l'aide extérieure, c'est risquer de perdre des vies, des territoires, pire encore, la confiance du peuple. Mais s'affranchir, c'est aussi affronter de nouveaux dangers. Comment éviter de troquer une dépendance pour une autre?
comment garder la maîtrise de ses alliances et de ses choix stratégiques. En brisant l'ancien modèle, Traoré affirme que l'Afrique peut choisir ses partenaires, écrire sa propre histoire. Son pari n'est pas anodin. Il réveille des espoirs mais aussi des doutes profonds, au Burkina Faso, comme dans toute la région. L'expérience burkinabé n'est ni la première ni la dernière tentative d'émancipation sur le continent. Elle s'inscrit dans la lignée des révolutions silencieuses, comme celle du Ghana de Kwame Nkrumah dans les années 60 ou celle de la Tanzanie de Julius Nyerere. Mais chaque fois, le défi a été le même. Comment transformer l'élan initial en changement durable ? À présent, le Burkina Faso doit prouver que cette autonomie nouvelle peut tenir face à la réalité du terrain. Le vrai défi commence à peine entre promesses de souveraineté retrouvées et périls inattendus. Les premiers succès n'effacent pas la fragilité du Sahel, ni la complexité des réseaux extrémistes. S'émanciper, oui, mais à quel prix ? L'arrivée soudaine des blindés venus de Chine a bouleversé l'ordre établi au Burkina Faso. Dans les provinces nouvellement équipées, les attaques armées ont diminué de plus d'1/5 en quelques mois. Ce chiffre, bien que modeste à l'échelle d'un pays, représente un renversement de tendance. Pour comparer, lors de l'opération Barkhane lancée par la France au Mali en 2013, il avait fallu plus de 2 ans pour observer une telle réduction des attaques dans les zones concernées. La peur reflue, des territoires jadis coupés du monde découvrent une fragile normalité. Grâce à ces moyens inédits, l'armée parvient à rouvrir des routes commerciales longtemps bloquées. Les camions, disparus des pistes, réapparaissent. Les écoles accueillant de nouveau les enfants, les marchés bruissent d'une énergie retrouvée. La vie civile, patiente et méfiante, réinvestit chaque espace abandonné. Dans les villages meurtris par la guerre, on relève les murs écroulés, on rouvre les boutiques, on soigne de nouveaux patients. Les écoliers retrouvent leurs cahiers et l'espoir. Une société entière tente de renaître, portée par la promesse d'une paix durable, même si tout reste fragile. C'est le même frémissement qu'on observait autrefois au Mozambique après les accords de paix de 1992 ou en Sierra Leone après la fin de la guerre civile. Mais sous ces succès, l'inquiétude grandit. Beaucoup redoutent que l'alliance chinoise ne remplace une tutelle par une autre. La rapidité avec laquelle les équipements venus de Pékin se sont imposés dans l'appareil d'État suscite des doutes. Jusqu'où s'étendra l'influence chinoise sur les choix souverains du Burkina ? On se souvient des années où l'URSS équipait les armées africaines, puis exigeait des contreparties politiques majeures. Les partenaires occidentaux affichent leur malaise. Certains réduisent déjà leur coopération, doutant de la capacité du pays à rester maître de ses décisions. Les tensions diplomatiques s'accumulent et la place du Burkina Faso sur la scène internationale devient plus incertaine qu'elle ne l'a jamais été. Ce climat rappelle celui du début des années 2000 au Zimbabwe, lorsque la rupture avec le Royaume-Uni avait plongé le pays dans un isolement risqué. À l'intérieur, de nouveaux défis émergent. Fort de ces victoires, le pouvoir pourrait céder à la tentation de serrer la vis. Comment ne pas sacrifier la démocratie sur l'autel de la stabilité retrouvée ? Dans un pays riche de sa diversité, il s'agit d'éviter le piège de l'exclusion ou du repli autoritaire. L'histoire de l'Afrique montre que le développement ne va jamais sans dialogue inclusif. Le Nigeria des années 80, miné par les coups d'État militaires, en est un exemple frappant. Le pari est redoutable. Gagner la sécurité, mais à quel coût ? Nouvelle tutelle, instabilité politique, ou bien une vraie indépendance ? Les premiers progrès sont là, mais la route vers la souveraineté s'annonce semée d'obstacles et de dilemmes sans réponse facile. Pour chaque village sécurisé, un autre redoute de perdre sa voix. Pour chaque marché rouvert, une inquiétude subsiste sur la pérennité de la paix. Pourtant, derrière chaque victoire se cache une question plus profonde. Qui demain tiendra vraiment les rênes du destin burkinabé ? La suite va révéler si l'autonomie conquise est durable, ou si de nouveaux périls attendent dans l'ombre. Ce dilemme, l'Algérie l'a vécu dans les années 60 après sa guerre de libération. La souveraineté, chèrement acquise, fut menacée par l'instabilité interne et la dépendance économique. Une révolution silencieuse peut-elle survivre aux tempêtes du futur ? Le Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, vient de lancer un défi à tout un continent. Son choix de rompre avec la dépendance militaire occidentale et d'embrasser une alliance stratégique avec la Chine marque un tournant dont l'écho résonne bien au-delà de ses frontières. C'est un rappel du Vietnam des années 50, cherchant à s'émanciper à la fois de la France et de ses nouveaux alliés, ou du Chili d'Allende tentant de diversifier ses partenaires. Dans l'ombre de Ouagadougou, d'autres nations observent, hésitent, puis franchissent le pas. Le Mali, le Niger et le Tchad, inspirés par l'audace burkinabé, créent avec lui l'Alliance des États du Sahel.
Un nouvel espace politique prend forme, bâti sur la solidarité régionale et une diplomatie africaine affranchie des anciennes tutelles. On assiste à la naissance d'une CEDEAO bis, mais fondée sur une volonté d'autonomie réelle et non sur la reproduction de schémas hérités de la colonisation. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, la souveraineté cesse d'être un simple slogan. Elle devient une expérience vécue, partagée et défendue. L'Afrique, fatiguée des conditionnalités étrangères, veut choisir ses partenaires, imposer ses intérêts et bâtir ses propres alliances. Mais ce sursaut d'autonomie s'accompagne de périls. Les puissances occidentales, ébranlées par la perte d'influence, cherchent à reprendre la main. Les sanctions économiques, les pressions diplomatiques et parfois même les menaces sécuritaires se multiplient. Le risque d'isolement international se fait sentir, mettant en danger les équilibres naissants. Les défis sont tout aussi brûlants à l'intérieur du pays. Il faut maintenir la confiance d'une population qui a misé sur le changement. Comment éviter que le pouvoir ne glisse vers l'autoritarisme ? Comment empêcher la corruption de gangrener ce processus fragile de reconstruction ? La transparence, la justice et l'écoute doivent rester les maîtres mots. L'histoire l'a prouvé, une victoire militaire ne suffit jamais. Si la société et l'économie ne progressent pas au même rythme que la sécurité, tout peut s'effondrer en un instant. C'est ce qu'a appris la Côte d'Ivoire après la crise de 2010. La paix des armes n'était rien sans la paix sociale. Aujourd'hui, l'avenir du Burkina Faso et celui du Sahel reposent sur un fil. Entre une résilience exemplaire et la menace d'une rechute dans la dépendance, chaque décision devient cruciale. L'espoir d'une vraie indépendance existe, mais il exige des réformes courageuses, un dialogue constant et la capacité à se remettre en question. Le moment est décisif. Comment transformer cet élan en modèle durable pour que l'autonomie ne soit pas une parenthèse, mais le socle d'un renouveau africain ? Mais cette quête de souveraineté n'est pas qu'une affaire de stratégie politique. Au cœur du pays, la vie quotidienne révèle les véritables épreuves de l'indépendance. Prenons l'exemple de la Corée du Sud qui, après la guerre de Corée, a dû bâtir une nation solide non seulement grâce à l'aide extérieure, mais surtout à la mobilisation de ses populations et à l'investissement dans l'éducation et l'industrie. L'indépendance ne se résume pas à posséder quelques chars flambant neufs ou à brandir de nouveaux blindés. C'est d'abord une question de confiance, d'éthique collective et d'engagement partagé par tous. Au Burkina Faso, la quête d'autonomie réclame bien plus qu'une force militaire renouvelée. Elle exige des fondations solides dans la gouvernance et dans la vie quotidienne. D'abord, la transparence gouvernementale devient une nécessité vitale. Publier des comptes rendus réguliers, partager les décisions majeures et rendre des comptes à la population sont des gestes essentiels pour bâtir la confiance. Sans cette ouverture, tout progrès militaire risque d'être rongé par la méfiance, l'opacité et la corruption. On se rappelle le cas du Nigeria où la lutte contre Boko Haram fut plombée par des détournements de fonds et un manque de communication avec la société civile. Mais l'autonomie ne se limite pas à la défense. Restaurer l'éducation, la santé et l'économie doit devenir une priorité absolue. Une nation indépendante n'est pas seulement celle qui peut se protéger, mais celle qui offre à son peuple un avenir digne. Cela implique la réouverture des écoles, la rénovation des hôpitaux, la relance des marchés et le soutien aux initiatives locales. C'est dans le quotidien que l'autonomie s'incarne vraiment. Dans les villages du Nord, par exemple, la remise sur pied des dispensaires a permis de réduire la mortalité infantile de moitié depuis 2 ans, selon les ONG locales. L'armée, dans cette nouvelle ère, doit servir la nation plutôt que les intérêts d'un pouvoir isolé. Elle n'est plus un instrument de répression, mais un véritable rempart pour les citoyens. Ce changement requiert des réformes profondes, une formation continue et une culture militaire fondée sur la loyauté envers la population, non sur l'obéissance aveugle au sommet. Les expériences du Ghana et du Botswana montrent que la discipline et la professionnalisation des forces armées sont les piliers d'une stabilité durable. Le partenariat avec la Chine, même s'il a apporté une puissance de feu inédite, doit être équilibré et vigilant. Il ne s'agit pas de troquer une tutelle contre une autre. La prudence s'impose pour ne pas glisser vers une nouvelle dépendance, qu'elle soit économique ou technologique. Un partenariat sain repose sur la réciprocité, la négociation transparente et le refus de tout alignement automatique. À cet égard, l'exemple de l'Éthiopie, qui a réussi à attirer des investissements chinois tout en conservant une marge de manœuvre politique, est instructif. Mais la vraie force du Burkina Faso réside dans la résilience de sa société civile. Associations, leaders communautaires, citoyens ordinaires, tous jouent un rôle clé dans la stabilité du pays.
Leur capacité à s'organiser, à résister et à inventer des solutions reste la meilleure garantie contre les dérives autoritaires ou les failles institutionnelles. Ainsi, lors des récentes inondations à Waiguya, ce sont les groupes locaux qui ont coordonné les secours, démontrant que la vitalité collective est la clé du renouveau. Le risque reste immense. Si ces conditions ne sont pas réunies, tous les acquis, qu'ils soient d'un militaire, politiques ou sociaux, pourraient s'écrouler en une nuit. Un pays sans transparence, sans services publics restaurés, sans armée réformée et sans société civile vivante demeure vulnérable, menacé aussi bien de l'extérieur que par ses propres divisions. L'histoire du Libéria, retombée dans la guerre après une brève accalmie, le rappelle cruellement. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. La suite dépendra des choix collectifs et de la capacité à tenir le cap de l'autonomie sans céder aux anciennes habitudes. Pour réussir, il faudra s'appuyer sur des comités citoyens, des audits réguliers des marchés publics et une presse indépendante capable de jouer son rôle de contre-pouvoir. La transition tunisienne, malgré ses difficultés, offre à cet égard des leçons précieuses. L'histoire contemporaine du Burkina Faso ne se limite pas à un simple événement local. Elle agit comme un miroir tendu à tout le continent africain et même à chacun d'entre nous. Ce qui s'est joué à Ouagadougou sous la houlette d'Ibrahim Traoré dépasse de loin le choix d'un partenaire militaire ou la signature d'un contrat stratégique. C'est l'affirmation d'une volonté collective, celle de refuser le rôle d'éternel spectateur, d'oser écrire sa propre histoire malgré les obstacles et les pressions extérieures. En rompant avec la dépendance traditionnelle à l'Occident et en s'ouvrant à la Chine, Traoré a ouvert une brèche qui laisse filtrer l'idée qu'un pays africain peut, lui aussi, redéfinir ses alliances et reprendre la main sur son destin. Mais ce pari n'est pas sans péril. Ignorer l'expérience burkinabé reviendrait à fermer les yeux sur le risque de voir l'Afrique tomber dans de nouveaux cycles de dépendance, simplement repeints aux couleurs d'autres empires. L'indépendance véritable n'est ni l'isolement, ni un repli sur soi. C'est la capacité à choisir, à négocier, mais aussi à refuser, dans un univers où chaque alliance charrie ses promesses autant que ses pièges. Ce nouveau chapitre, ouvert dans la poussière et l'incertitude du Sahel, nous interpelle tous. À quoi sert la souveraineté si elle ne transforme pas en profondeur la sécurité, la dignité, l'éducation ou le quotidien des citoyens ? La stratégie de Ouagadougou n'est certes pas parfaite, mais elle prouve qu'il est possible de bousculer l'ordre établi, d'utiliser la défense nationale comme levier de reconstruction sociale et d'inspiration pour la région. C'est ici que notre responsabilité commence. Que vous soyez burkinabé, africain ou témoin lointain, la question demeure. Quelle place choisirez-vous dans cette transformation ? Resterez-vous spectateur, attendant que d'autres décident pour vous, ou saisirez-vous l'occasion d'apprendre, d'agir, de repenser l'avenir du continent ? Car détourner le regard, ce serait accepter de voir l'Afrique rester indéfiniment à la marge de son propre destin. Mais tirer les leçons de cette expérience, c'est franchir un premier pas vers une Afrique debout, souveraine, consciente de ses défis et fière de ses victoires, même imparfaites. Au fond, le destin de l'Afrique ne se joue plus seulement dans les capitales étrangères. Il se dessine dans chaque village reconstruit, chaque jeune instruit, chaque décision souveraine prise à Ouagadougou, Bamako, Niamey ou N'Djamena. L'enjeu désormais n'est pas seulement de changer de partenaire, mais de changer de posture. Et cela, c'est le plus grand pas